Super. C'est à toi, Christine. Oui, alors bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, pour partager ce moment avec vous sur Weiterswiller. Alors merci Yoav pour l'invitation. Déjà, je voulais te féliciter pour ces séquences Zoom que tu mets en place. Je trouve que c'est vraiment une très très belle manière de valoriser notre région. Déjà qu'on peut pas trop l'apercevoir avec encore, on est encore un peu en post-Covid, donc il faut quand même rester prudent. Donc là, c'est vraiment une très très belle manière de voir, de présenter les choses et de découvrir les sites qu'on a en Alsace, voire même à Carpentras, puisque j'ai vu que Ouais. tu y étais vendredi. Donc c'est vraiment, franchement, chapeau, je trouve ça vraiment très chouette. Et puis le fait de se voir et de se découvrir, je trouve que c'est vraiment, ça apporte beaucoup. Et je trouve que le côté convivial aussi ressort bien et vraiment, c'est très agréable. Alors Merci. effectivement, le patrimoine juif de Weiterswiller, alors cette découverte-là, nous, en fait, on l'avait déjà mis en place il y a une dizaine d'années. Donc là, je prends un petit peu la casquette de l'Office de tourisme pour lequel je travaille. En fait, quand j'ai pris mes fonctions au niveau de l'Office de tourisme, on a fait un constat très simple. Une des missions principales d'un office de tourisme, c'est de faire la promotion d'une région. Et nous, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on a comme arme concrètement? Qu'est-ce qu'on peut valoriser? Et on en est venu vraiment à un constat très, très rapide et très simple, c'est qu'on a énormément, enfin, c'est qu'on a vraiment un patrimoine juif exceptionnel qu'il fallait vraiment mettre en avant, valoriser à travers les moyens qu'a un office de tourisme. Et donc, on a commencé à développer des visites guidées. Et donc là, ça fait un petit peu moins de 10 ans qu'on a fait une visite à Weiterswiller sur ce patrimoine juif. Et donc, on va le voir avec tous les intervenants qui vont participer aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Et vraiment, c'est vraiment. Et puis bon, Weiterswiller, c'est un petit village que j'affectionne particulièrement. C'est très mignon. Il y a vraiment de belles petites maisons à Colombage. C'est charmant déjà. Et puis, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez quand même qu'on a une particularité exceptionnelle à Weiterswiller, c'est qu'on a quand même 4 religions qui sont représentées, puisque pour 500 habitants, on a une église protestante, on a une église catholique, on a une synagogue, alors certes qui n'est plus utilisée en tant que telle, on va en parler hein, bien sûr, et on a quand même la chance d'avoir aussi un monastère bouddhiste. Donc ça montre aussi un bel exemple de tolérance religieuse, même si c'est local, mais je trouve que c'est important de le signaler et de montrer aussi qu'il y a vraiment une cohabitation tout à fait intéressante. Mm. Alors, Alors cette Christine, visite, moi, j'ai préparé oui, une présentation un peu de tout. Voilà, un peu oui, surprise à tout le monde. Et ouais, ouais. un peu de synagogue. On commence avec synagogue, et plus tard, on passe au cimetière. Et après, Mhm. Jean-Pierre est avec. Oui, Voilà. oui, oui, Je me dis si tu veux que je monte des photos de synagogue. Voilà. oui. Bah, en fait, moi, je vais juste dire quelques mots pour présenter un petit peu la première étape, et après, je passerai la parole à Jean-Pierre qui va présenter en fait un aspect en fait de la première étape. Hein. Donc, je vais commencer sans plus attendre. Alors, la première étape, curieusement, j'ai envie de vous dire, c'est l'église protestante du village. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le patrimoine juif? C'est vrai qu'on peut se poser la question, je vais y venir dans un instant. Cette église protestante, je ne sais pas si vous connaissez bien Weiterswiller, elle est située, quand vous venez d'Ingwiller, tout de suite à l'entrée du village sur le côté droit. Alors, du point de vue de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose à dire, elle est vraiment tout à fait banale. On passe vraiment à côté sans vraiment s'y intéresser en détail. Mais alors, une fois qu'on a franchi la porte de l'église, là, c'est vrai on est pris de, on a vraiment le souffle coupé, puisqu'on a vraiment de très très belles fresques qui sont très anciennes, puisqu'elles datent du début du XVe siècle. Donc ces fresques, qu'est-ce qu'elles représentent? Ben, elles représentent l'Ancien Testament sous forme de petites scénettes. Et alors le point d'intérêt qu'on a sur ces fresques, ce sont la représentation du juif à plusieurs reprises. Et donc là, je vais passer la parole à Jean-Pierre qui a fait une étude très très poussée sur ce thème-là, il y a quelques années, qui était d'ailleurs représenté sous la forme de panneaux dans l'église à Weiterswiller pour l'une des journées européennes de la culture juive. Donc Jean-Pierre, si tu es là, je te laisse la parole. Ok, j'y vais. C'est Voilà. Donc, parti. merci Johan. Jean-Pierre, Donc, moi, je vais on commencer va les commencer. diapos avec la synagogue. Est-ce que tu veux parler peut-être par rapport à la communauté avant qu'on Ouais, commence l'église? je peux peut-être. Ah, tu veux qu'on commente ça ou tu veux faire quoi? Comme tu veux. Voilà. Je peux commenter ça. J'ai pas vu cette présentation, mais je peux la Oui. commander. Vas-y, tu commences au début. Voilà. Est-ce que vous voyez les partages d'écran? Oui, Oui, oui. Alors, donc la communauté juive de Weiterswiller, elle commence probablement
on est sûr en 1716 et elle commence peut-être un peu avant. On n'a pas de famille avant la peste, la grande peste. On a une indication en 1684, mais elle n'est pas recensée en 1689, premier grand recensement des Juifs d'Alsace, donc on ne sait pas trop. Ça correspond en fait à la disparition des Fleckenstein et à la reprise du territoire par les Rohan. Alors les Rohan-Soubise exactement, qui vont un peu partout avoir des communautés juives. Et j'ai fait un petit calcul tout à l'heure. Les Rohan-Soubise ont des Juifs dès 1689, Sulz-sous-Forer 1716, Weiterswiller 1716 et Oberlautenbach en 1744. Donc vous voyez qu'on se trouve dans un territoire appartenant aux Rohan, qui était en même temps évêque de Strasbourg. N'oublions pas que c'est les évêques, mais qui, à la fois comme évêques et comme seigneurs locaux, recevaient les Juifs. Donc cette communauté va être assez importante puisqu'elle va elle va commencer à 30 au début. En 1784, ils seront 94. Le sommet, ce sera 1846-123. Et dès 1910, il n'y a quasiment plus personne. Hein. Et 1936, ils sont encore 9. Donc on peut vraiment dire que c'est une communauté qui va vivre sur 2 siècles, on va dire 1700-1900, et qui va monter très vite, mais qui va s'éteindre très vite. Alors la synagogue date de 68, effectivement. Vous la voyez dans une parcelle qui est un peu bizarre, dans un coin. Alors c'est l'œuvre d'un architecte qui c'est Louis Fürst. Alors je ne sais pas si tu en parles plus loin. Louis Fürst, qui naît en 1817, qui meurt en 1891, est l'architecte de département, qui a fait beaucoup de synagogues. C'est lui qui a fait de Villers-les-Savernes. C'est lui qui a fait Orfelden, pour ceux qui connaissent, qui est toujours là. De Villers est toujours là. Limringen aussi. Weiterswiller aussi. Ettendorf, qui existe encore, mais peu visible. Et Mühlhausen, qui a disparu. Alors, petit point pour s'il y a des historiens de Weiterswiller ici à côté, ça vaudrait le coup de se mettre en relation avec Mühlhausen, parce que c'est 2 synagogues seules. C'est les 2 seules synagogues à forme tarabiscotée, plus ou moins hexagonale, octogonale, qu'on a en Alsace. Donc, il a fait 2 fois quasiment la même synagogue. Donc, pour les gens de Mühlhausen, ça pourrait les intéresser de venir à Weiterswiller. Voilà, peut-être continuer. Donc là, on voit le cimetière. Le cimetière doit dater des années 1824, dit-on généralement. Oui. Il était commun avec Weinburg, qui a toujours donc encore sa synagogue aussi, mais complètement peu visible, pas reconnaissable, transformé en maison privée. Et ce cimetière est donc à mi-chemin de Weinburg et de Weiterswiller, sur la colline, et tout à fait bien placé, avec une vue extraordinaire, dans un calme sympathique. Il est bien conservé, bien entretenu, un endroit idéal pour y passer sa mort. On peut continuer peut-être. Alors ça, c'est la synagogue avant sa restauration. Elle avait été vendue dans les années 45-46 à des particuliers qui ont un petit peu simple d'esprit, j'ai l'impression, j'en suis pas sûr, qui en avaient fait un vrai bordel, servaient d'épicerie, mais comme ils n'étaient pas très portés, ils l'ont pas tellement transformé finalement, ils n'ont pas trop arraché de choses. Et donc elle a pu être restaurée il y a une dizaine d'années par la mairie, qui en a fait une salle d'activité. Et là, je voudrais saluer, donc, c'est un mariage après cette synagogue, je voudrais saluer quand même quelqu'un qui a beaucoup bossé là-dessus, oui, et qui bosse énormément sur Weiterswiller, qui n'est pas là malheureusement, parce qu'il n'est pas du tout informatisé, il est réfractaire à l'informatique. Avec lui, il n'y a que le courrier et le téléphone qui marchent. C'est André Dorschner. André Dorschner, c'est un petit peu l'âme de l'histoire de Weiterswiller. C'est l'homme avec qui je travaille régulièrement, avec qui j'ai un vrai plaisir. C'est le roi du champignon, c'est le roi d'être dans la forêt. C'est aussi un homme qui est capable de faire des poteaux assez invraisemblables, de faire des œuvres de menuiserie, puis qu'à la fin, il a donné sa menuiserie pour pas que les gens, parce qu'il ne la fermait pas à clé, il avait peur qu'un jour des gens se blessent en lui piquant, en s'amusant avec ses machines pendant qu'il n'était pas là. Donc finalement, il l'a donné pour en être débarrassé. Enfin, ça, c'est André, qui habite très près de la synagogue et qui en est toujours le président de Société d'Histoire. Ça, vous voyez un mariage, je ne sais pas qui le fait. Donc il y avait des mariages. Ça, c'est toujours la synagogue avant restauration, me semble-t-il. Les travaux, donc, ont été très bien faits. Alors, vous voyez qu'il est dans l'angle d'une rue, donc on lui a fait une forme qui épouse littéralement le terrain. Toujours les travaux.
La voilà maintenant, toute belle, toute neuve. Vous voyez qu'il y a plus de fenêtres occultées. On rentre dedans et bon. Alors à l'arrière, il y a toujours les propriétaires de la maison derrière, ils laissent toujours un peu de merde, on trouve toujours quelques palettes à l'arrière. Bon, donc une très belle salle d'activité qui est souvent ouverte. On peut faire des expos. Alors l'Arche Sainte est partie à l'esplanade. Vous voyez à l'intérieur les 2 poteaux de Dorschner à droite et à gauche. Donc ils ont fait l'intelligence d'essayer de reproduire les anciennes formes, de garder au pied, vous voyez les carreaux, le carrelage qui est d'origine. Sur les 2 côtés, vous avez des estrades en bois, donc évidemment, il n'y a plus rien. Et ils ont reproduit sur les murs la forme des bancs. Je trouve que c'est une restauration extrêmement soignée, extrêmement respectueuse des lieux, sans qu'on en rajoute trop. Et donc, les 2 tribunes des femmes qui étaient suspendues sont encore là. Vous voyez, on a leur volume. Malheureusement, bien sûr, on n'a plus tout ce qui est les rambardes, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement respectueux du lieu. Suivante. Là, vous voyez donc l'avant. Et l'Arche Sainte est au milieu. Alors, c'est l'Arche Sainte que vous trouvez aujourd'hui à l'esplanade. C'est une Arche Sainte voyageuse. Elle est allée à Momenheim. Ça, c'est Christine dans ses œuvres. Oh mon Dieu. Eh ouais, c'est toi. Et Ingrid. Ingrid qui oui, avec sa jolie chevelure que j'adore. Ouais. Bon. Voilà. Donc là, c'est une vue aérienne du cimetière. Hein. Tu as piqué ça sur le site de l'Alouette, je pense. Peut-être qu'on touche les cimetières et... On va faire le cimetière tout de suite, tant qu'à faire. Et juste avant, peut-être Christine, tu peux nous parler de festivals, de mini-festivals? Oui, alors, alors effectivement, donc Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, effectivement. Alors certains se posent peut-être la question, pourquoi rénover une synagogue s'il n'y a plus de communauté juive? À l'époque, le maire était très très sensible et était vraiment amoureux de son village, et donc il a vraiment tenu à vouloir faire réhabiliter l'endroit, puisque comme le disait Jean-Pierre, effectivement le couple qui avait acheté en fait la synagogue et qui en avait fait une maison d'habitation, quand la commune a repris le bâtiment dans les années 2000, au moment de la retraite du couple, il faut dire qu'elle était vraiment dans un état déplorable. Il y a eu des problèmes d'infiltration. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, vraiment, il a voulu réhabiliter le bâtiment. Donc, la toiture, il a recrépi, effectivement. Donc, vraiment, ça paraît comme neuf. Et donc, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on réhabilite un lieu? En fait, ça fait partie du patrimoine du village. Hein, donc, c'était vraiment une évidence vraiment de l'inclure dans le patrimoine. Alors, ce festival de musique juive, effectivement, Yoav, c'est bien que tu en parles. Donc, ça fait 11 ans qu'on organise un festival de musique juive. Donc, encore une manière de faire la promotion, en quelque sorte, de la culture judéo-alsacienne au travers de la musique. Et donc, on utilise effectivement la synagogue de Weiterswiller pour organiser un concert. Alors, concernant le festival de musique juive, il a lieu en général au mois d'octobre. Donc, en général, on fait un concert à Weiterswiller, un concert avec Michel Lévy à Ingwiller, un autre dans la synagogue de Strutt qui est pareil, magnifique et qui a une très très belle acoustique, et bien sûr aussi avec le musée judéo-alsacien, pareil, qui propose toujours une animation de qualité. Donc voilà, donc c'est un peu une manière à notre niveau de valoriser cette culture. Alors, si vous vous posez la question, cette année, je ne peux pas encore vous dire si c'est maintenu ou non, avec les mesures prises par le gouvernement, les rassemblements qui ne sont pas encore pas encore vraiment d'actualité. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera cette année. Je peux rien vous affirmer, en fait. Donc, voilà, je resterai là, en fait. Voilà. À Beaufilière, on a décommandé ce matin la manifestation. Les informations semblaient très négatives. Oui, Raymond Lévy, je l'avais au téléphone il y a je sais pas, peut-être une semaine ou 10 jours. Il disait que pour l'instant, effectivement, il suspendait toutes les animations prévues à ce jour. Alors après, moi, je vous posais aussi la question par rapport à la journée européenne. Donc, c'est bien que tu en parles, Yoav, dans une de tes séquences pour voir un petit peu est-ce que c'est maintenu ou non, qu'est-ce qu'on fait concrètement. C'est maintenu. C'est maintenu. Oui, tu vois, alors ça, c'est maintenu début septembre et puis le mini-festival, c'est censé être au mois d'octobre. Donc, comme dit, pour l'instant, je ne sais pas. Mais comme ça se passe beaucoup en extérieur, on fera des mesures s'il le faut. Oui. Puis, bon, il n'y a pas non plus beaucoup de préparation, je dirais, de choses qu'on peut annuler en dernière minute. Mais a priori, on peut le maintenir. Parce qu'on n'engage pas de frais au départ. D'accord, oui.
Si c'est Ok. les affiches et les programmes. Voilà. Il y a 2000, C'est ça. il y a 1000 euros de frais. Et Christine, que j'étais une fois au concert à Weiterswiller, à la synagogue, et c'était magnifique. Et Oui, il y oui. avait beaucoup de monde. Et Oui, ça plaît beaucoup et le public est très curieux. Alors, juste un mot par rapport aux visites qu'on organise en termes de public. C'est toujours un public qui connaît pas forcément la culture judéo-alsacienne et qui est vraiment assez curieux de découvrir et qui s'interroge aussi sur la présence de ces synagogues, hein. Donc là, vraiment, et c'est pas forcément des touristes qu'on a, c'est beaucoup de locaux et beaucoup d'excursionnistes qui viennent, qui sont du territoire dans un rayon de 150 kilomètres. alors, pour l'instant, on a parlé de la synagogue, mais je sais qu'il y avait aussi des maisons juives Oui, dans le oui, village. il y a pas mal, oui, il y a encore pas mal d'emplacements de mezouzotes. Et Oui. quand on se promène dans le village, en général, on en montre quelques-unes. Et en général aussi, on explique ce que c'est qu'une mezouza, parce qu'effectivement, le public ne connaît pas grand-chose en fait. Donc c'est assez intéressant de leur apporter quelque chose, voilà. Mm. Et Christine, depuis quand l'Office de tourisme voilà, s'occupe, on peut dire, des patrimoines juifs? Écoute, je dirais que ça fait à peu près 10 ans déjà. Bon, beaucoup plus, Christine. Ça fait- À l'époque, il y avait Raphaël Ruol qui travaillait là, qui avait débuté à peu près comme moi, et il n'y avait pas grand-chose qui avait été mis en place. Il y avait déjà des visites de la synagogue d'Ingviller avec Monsieur Jacob. ouais. Après, je dirais, il y a Madame Lemel, bien sûr, qui faisait les visites activement à Strutt. Mais après, c'est vrai que c'était assez. Et puis Buxwiller, il existait effectivement déjà un parcours dans la ville qui Bon, donc, permettait aussi le de. musée a ouvert dans les années 80. Le musée a ouvert un peu avant 2000. Il a Oui, ouvert dans les 98. 96-97. Voilà, d'ailleurs, c'est une très très bonne chose puisque après la visite ou avant la visite du musée judéo-alsacien, on peut faire cette balade et ça apporte encore un complément d'information. Mais je dirais, oui, c'était peut-être, je dirais, un peu avant 2010 où on a pris conscience qu'il fallait un petit peu se réveiller et faire quelque chose à notre niveau, du moins, en fait. Mm. Et ça marche assez bien. Oui, ça marche Oui. assez bien. Après, il y a des visites qui intéressent plus que d'autres, mais moi, je trouve que le fait d'organiser ce festival de musique juive, l'après-midi, en général, on organise aussi des visites le matin pour que les gens puissent aussi rester sur le territoire et découvrir un petit peu la région. Mais oui, c'est assez apprécié. Et puis oui, il y a pas mal de questions qui fusent. Et non, ça montre que vraiment, je pense que ça vaut le coup de faire ces visites. Ouais. Ou ces concerts aussi. Parce qu'on a une très belle acoustique aussi dans les synagogues. Donc pourquoi pas, voilà, faut absolument pérenniser cet événement. Ouais. D'accord, on va continuer au cimetière. Oui, Voilà, c'est un endroit que toi, tu connais aussi bien. oui. Tu fais beaucoup de 1924. visites là-bas. Alors Jean-Pierre, je crois que c'est plutôt 1821, puisque la stèle la plus ancienne, c'est 1821 et la plus récente, c'est 1954. Donc je pense il y a une petite erreur au niveau du panneau dans le village. On peut dire que c'est 1820. Allez. Mais bon, ça change pas grand-chose. C'est à 4 ans de décalage. Médager cite effectivement dans les années 1820. Oui, c'est ça. Isabelle. Voilà, en gros. Ouais. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant par rapport à ce cimetière, c'est aussi la situation qu'il a. C'est ça. Et moi, je mets toujours un point d'honneur aussi à faire le parcours à pied pour que les gens se rendent compte aussi de la distance qu'il fallait effectuer. Donc, entre le village et prendre ce chemin de terre qui amène justement au cimetière. Il y a de très, très beaux jardins en plus avant d'accéder au cimetière. Et puis, c'est vraiment un bel exemple avec un bel exemple de cimetière avec de belles représentations de l'art funéraire du 19e siècle, avec notamment les mains de Cohen. Et puis aussi tout ce qui concerne les aiguillères aussi pour représenter les Lévis. On a de beaux exemples. Une Alors, très belle balade à faire en allant au cimetière. Alors, pour information, c'est le cimetière commun avec Weinbourg, ce qui explique Oui, peut-être cette situation sur la crête oui, entre les deux villages. c'est ça. Même si Weinbourg était plus petit, euh, ils Oui, avaient fait un cimetière commun et donc c'était sur la crête alors, je dirais c'est un tiers, deux tiers. Hein, je crois que c'est un peu plus loin de oui, Weinbourg. à peu près, oui. Oui, parce qu'il y avait à la base 160 stèles et on parle de l'apogée du nombre de juifs, c'était 141, je crois. 40 Donc par oui, là, il y a oui. le complément qui est apporté par Weinbourg. Weinbourg Et faisait 80 avant, stands, un peu moins. oui, et avant d'être enterré à Weiterswiller, on avait Etzendorf ou Trimbach aussi, hein, puisque Trimbach dépendait aussi de la seigneurie des Fleckenstein. Donc on avait aussi ces deux possibilités Et avant Nevillers, que. parce que Nevillers avait un cimetière, plus je travaille dessus, plus je me rends compte qu'ils ont eu le cimetière en continu de Oui, 1630 jusqu'à oui, 2000. oui, Donc, oui, mais il n'y a pu y en avoir à Nevillers. oh, C'était quand peut-être même le aussi, plus oui. proche.
Après, moi, ce que j'avais lu beaucoup, c'était effectivement Ettendorf ou Tringbar, quoi. Ouais. Alors, les derniers enterrements à Weiterswiller, c'était en 54. C'est ça, C'est oui. ça, non? Mhm, c'est D'accord, ça. d'accord. Il y aurait des choses à D'ailleurs, faire, là. écoute, Yoav, je ne sais pas si, est-ce que Simon Enel, je crois que je l'ai vu quelque part, je crois qu'il avait aussi des choses à apporter en complément d'information. Je ne sais pas si, Simon, Alors, vous êtes s'il là? est là, Il est là. Ouais, si, parce que je crois que Claude aussi voulait dire un petit mot. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose aussi par rapport à la communauté. Je pense que ça vous tient peut-être à cœur aussi d'intervenir. Ouais, bonjour. Simon, vas-y. Alors, on vous attend très mal. Il faut parler plus proche. Voilà. Ça va? C'est mieux. Oui, Voilà. bien. En fait, la communauté, je ne l'ai pas beaucoup connue, puisqu'en fait, moi, je suis né après-guerre. Et finalement, on était la seule famille juive de Weiterswiller. Donc, de la communauté, on ne connaissait plus rien. On habitait juste en face de la Schule. On connaissait le bâtiment. Pour nous, c'était le marchand primeur qui était là-bas. Ça s'arrêtait là. On ne savait pas ce que. On disait c'est la Schule, mais en fait, ça ne disait rien du tout. Ça ne parlait pas. Donc, au niveau communautaire, on n'a rien trouvé. Alors, par contre, au niveau de la communauté, donc, il y a quelques années, j'ai été interpellé avec la découverte de la Gnisa à Dambach. À Dambach, on a donc retrouvé une Gnisa très, très importante. Et je me suis posé la question, pourquoi là-bas et pas ici? Je vais poser des questions à la famille si ils étaient au courant de quelque chose. On me dit non, on ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit. Au moment des travaux, le maire, Raymond Kister, me dit un jour, écoute, on a trouvé, en soulevant les planches du grenier, on a dû remplacer quelques planches, et il y avait des papiers en dessous. Tu veux les voir? Alors je dis, bien sûr. Bon, 5 minutes après, j'étais là-haut dans le grenier, rempli de poussière, et j'ai vu les papiers qu'il m'avait mis de côté. Alors, dans ces papiers, disons qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. C'était des débris, vraiment des débris de Tfilot, de Marzorim, des Rödelheim, en fait, qui sont très courants, qui étaient très courants à l'époque, mais il n'y a rien d'exploitable. Par contre, j'ai trouvé un petit sac de tfilin. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que ça peut être. Dans ce petit sac de tfilin, eh bien, il y avait en fait un calendrier 1872-1873. Et c'était un calendrier Rödelheim. Donc, et c'est marqué dessus Ausdruck für Ausland. Donc, en fait, l'Alsace qui venait d'être annexée en 1870, donc, ils avaient donc déjà mis en place des calendriers. Alors, ce qui était intéressant dans ce calendrier, c'est le calendrier juif, mais ils avaient indiqué toutes les fêtes et marchés en Allemagne. Ce qui voulait dire qu'il y avait quand même un commerce qui était tenu, je dirais presque, par les Juifs. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette Gnisa, bon, il y a certainement, je pense que tout le plancher du grenier doit encore contenir des éléments de cette Gnisa, puisqu'en fait, on a eu juste la surface de 2 planches qui avaient été remplacées. Donc, je suppose qu'il y a encore pas mal de documents en dessous. On arrive, on reconstitue l'équipe. On va aller monter. Bah, écoute, puisque Dambach, c'est quand même, j'étais non pas l'expert, mais l'organisateur du chantier de Dambach. Effectivement, ça a été impressionnant. Alors, les calendriers, on en a trouvé beaucoup. Et effectivement, il y en avait aussi en France. Hein. Ils étaient imprimés à Mulhouse. Donc, tout colporteur se déplaçait avec le calendrier. Il y avait quelques prières en général. Et les grands événements de l'année, les marchés où se trouvaient les Juifs. Voilà. Ça, on en a trouvé des centaines, en particulier sur Dambach, mais aussi dans le Rhin, juste à Bergheim, sur Bergheim, et il y en a à peu près partout, on en a trouvé. Hein. Donc ça, c'était important. Par contre, si tu dis qu'il y a une Gnisa à exploiter, tu vas nous voir arriver bientôt. Hein. Voilà. Toute la bande. On va s'arranger.
Non, mais parce que c'est une question qu'on se posait. On avait entendu parler, mais j'ai dit non, a priori, on ne m'a rien signalé. Merci. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, au consistoire, dans le temps Yvon Deleschoul, ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'était pas connu. Si, ils connaissaient, mais ils n'allaient pas au fond des choses. Ils sortaient ce qu'ils voyaient, et encore, à Orbourg, ils ont laissé des choses. À Bergame, ils avaient tout laissé, et ça a été récupéré quand c'était par terre au milieu de la cour, sous la neige d'ailleurs. Il y avait paraît-il, de belles mapotes. Ça n'a pas intéressé la personne qui a récupéré. Et donc, ça a été mis dans des sacs de ciment, et c'est parti en Allemagne, à Tübingen, pour expertise. Et on les a récupérés avec Claire et toute la bande 5-6 ans après. C'était, je ne sais plus son nom, c'était le grand spécialiste allemand des inscriptions qu'il les avait trouvées, qu'il les avait chez lui dans son garage. Il nous les a passées quand il a eu besoin du garage pour remettre les voitures de sa femme. Enfin, c'est des histoires très drôles, tout ça. Mais merci de l'info. On va y aller. Hein. On va aller faire Super. Alors, une petite précision encore. Au niveau de la choule, on a donc la reconstitution des bancs. En fait, à l'origine, comment est-ce qu'on a reconstitué ça? Tout simplement, il y avait la trace du banc qui était marquée dans le mur. Oui. On n'a pas redessiné n'importe quoi. C'était vraiment la trace qu'ont laissé les bancs d'époque. Alors, donc, si le consistoire peut nous aider sur Weiterswiller, c'est de faire d'excellentes photos vous pourriez aider un peu, faire d'excellentes photos de l'Arche Sainte qui se trouve aujourd'hui à l'Esplanade, et de remettre ces photos tout bêtement avec des agrandissements à l'échelle, et ça je ne sais pas faire, dans la synagogue. C'est une bonne idée. Je crois que ça serait quelque chose d'important à faire. faire. On va faire. Voilà. Pas très onéreux, mais, non, mais c'est quand bon, même une belle marque de reconnaissance à ce village qui fait tant pour le patrimoine juif. D'accord. Le moment qu'on va faire la Gnisa, on va faire ça aussi. Ok, allez, on y va. La Gnisa, l'équipe sera composée au départ de Marc Friedman et de moi-même. Et puis ensuite, quand il y aura besoin d'un véritable expert, on fait venir Claire Decon, conservateur en chef du MAGE. Et on refait l'équipe. Voilà. Alors, vous avez habité jusqu'à quelle année à Weiterswiller? Alors, moi, on habitait, en fait, mes parents habitaient jusqu'en 1992. Ils habitaient le village, juste dans la maison en face de la synagogue, la maison qu'on voit derrière vous, dans le coin. D'accord. La belle maison avec le beau colombage. C'est la maison dans le virage. Voilà. D'accord. D'ailleurs, Simon, on a la photo. Donc, on a la photo de la bar mitzvah de votre oncle. Donc, la dernière bar mitzvah qui a eu lieu en 36. Yoav, si tu veux peut-être mettre la photo en avant pour qu'on puisse la voir. Est-ce que j'ai mis ça déjà? Donc, c'est une photo en noir et blanc. Et d'ailleurs, on aperçoit l'Arche Sainte justement sur la photo. Alors je ne sais pas si tu peux la retrouver ou pas. Et je regarde, parce que je préparais plein de documents. Oui, on t'a envoyé pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est une photo qui est assez émouvante. Et puis on a un petit détail de l'Arche Sainte justement derrière. Et on a aussi le fameux chandelier qui est à présent chez Michel Lévy à Invillers aussi. Hein. Ah, Michel. J'ai trouvé la photo, mais ça ne marche pas. L'Internet. Ça ne marche pas? Alors, on attend un peu. Je propose qu'on va continuer encore avec les cimetières. Oui, il n'y a pas de souci. Et je vais essayer tout à l'heure là. Alors, voilà. Encore une fois, on te voit, Christine. Oh mon Dieu, mais c'est pas moi qui veux mettre en avant, c'est le patrimoine. Hein. Voilà. Oui, là, c'est pour expliquer un petit peu aussi les symboliques, hein, puisque là aussi, on n'a pas du tout les mêmes représentations dans les cimetières chrétiens. Donc là, on explique un petit peu aussi les symboles. Donc en général, on déambule au travers des différents rangées pour expliquer un petit peu tout ça. Alors, je sais que la commune est entretien de cimetières. J'ai pas compris. La commune s'occupe de l'entretien des cimetières. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors, par rapport à ça, je voulais juste vous dire une petite anecdote aussi. Ça n'a pas été facile d'organiser ce genre de visite puisque, je ne sais pas si vous savez, mais le cimetière avait été vandalisé déjà. Et du coup,
c'était pas évident déjà. Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce qu'on fait ce genre de visite? Finalement, on l'a fait. Et puis, comme dit, on a un public tout à fait curieux. Et on avait même, au début, j'avais des gens du village qui ne savaient pas qu'il existait un cimetière juif. Donc, autant dire que les gens connaissent pas du tout leur propre patrimoine. Et d'autant plus qu'il est relativement éloigné. Faut aussi savoir où il se trouve. Hein. C'est pas facile. Mais voilà, donc je voulais juste dire que là, c'est aussi une question de confiance. Donc, on a pu organiser, grâce à Monsieur Kister, ce genre de visite. Donc, qui était très réceptif à organiser et à valoriser vraiment son village. Voilà. Et par rapport aux maisons des rabbins, et je pense qu'il existait une maison de rabbins dans les coins, non? Oui, mais là, pareil, j'ai pas trouvé d'informations. Je sais pas si éventuellement Simon ou Claude, vous avez des informations là-dessus, peut-être? Apparemment, on n'avait jamais de rabbin Weiterswiller. Ah, ouais. C'était toujours le rabbin de Buxwiller qui venait. Oui. Donc, la plus récente, c'était le rabbin Guggenheim de Buxwiller qui venait à Weiterswiller, mais autrement, il n'y avait jamais eu de rabbin. D'accord. Alors, la maison qui se trouve au début du village, quand on arrive à la synagogue, on tourne à gauche, on monte la petite rue, il y a une maison avec une écriture en hébreu. Tu connais pas le nom de la rue par hasard? C'est toujours sur la rue principale? C'est l'école. C'est l'école. Ah, l'école. Voilà. Merci Dora. Bonjour Dora. Bonjour. Voilà, ça c'est l'école qui est à l'entrée des bâtiments. Il y a une petite écriture en hébreu. Je me souviens. D'ailleurs, Dora, tu as fait aussi un gros travail sur Weiterswiller. Tu veux peut-être intervenir aussi, non? On ne t'attend pas. Attends, je vais activer le micro. Tu m'entends? Voilà. Oui. Maintenant, Dora, si tu veux peut-être intervenir, vu que tu avais travaillé aussi dessus. Oui, nous avions fait une exposition en 2015 dans le cadre de l'AMJAB. Et puis, donc, les photos en noir et blanc que vous avez vues tout à l'heure, c'était un des derniers mariages, le dernier mariage d'ailleurs, à la synagogue de Julienne Meyer. Et l'autre photo, vous avez vu le rabbin Guggenheim, justement, au milieu. Alors, je vais retourner. Il y avait une vidéo aussi. C'est vrai. Et il y a une vidéo qui circule actuellement sur le Facebook de Michel Roté. Donc, vous verrez les petits chapeaux, le Judenhut. Voilà, ça c'est Julienne Meyer. Donc, c'était le dernier mariage. Elle habitait dans la maison qui est actuellement un gîte. Et à côté de cette maison, il y a une autre maison sur le fronton. Il y a une inscription hébraïque, Monsieur Henel, je pense que vous vous en souvenez, une inscription hébraïque avec la date. Alors, au 71 de la route principale. Non? 1749-1750, je crois, il me semble. Voilà, c'est ça. alors, Voilà. c'est quelle année? Pardon? Le dernier mariage qu'on voit ici. Le dernier mariage, c'était en 36. 36. En 36, oui. D'accord. Et le descendant, le fils de Julienne, nous a fait l'honneur de venir à l'exposition. Et nous avons même eu à l'exposition un enfant du village dont on n'a pas encore parlé, c'est Théodore Henel. Qui était un grand résistant. Il a été interné dans une partie de la France qu'on connaît très très peu, à Origny, dans les îles anglo-normandes. Voilà. Alors, attendez. Dora, tu m'as envoyé une autre photo. Je vous le montre. Voilà. Oui. Vous voyez, Théodore Henel. Ça, c'est Théodore Henel. Voilà. Vous avez le rabbin Guggenheim au milieu. Et ça, c'est la synagogue. Et c'est dans la synagogue, oui. Je ne sais plus ce qu'il faisait, si c'était un mariage ou autre chose, mais ou si c'était le jour du mariage de Julienne, ça je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, c'est le rabbin Guggenheim. Hein. Alors, l'exposition que tu m'as envoyée, en fait, c'est un travail que tu as fait avec des élèves?
Eh bien, en principe, quand nous faisons une exposition dans le cadre de l'AMJAB, nous essayons toujours de joindre un tout petit peu les élèves à ce travail. Ils ont donc visité l'exposition et ils ont donc fait des dessins qu'on a aussi exposés de la synagogue, comment ils se représentaient, eux, leur synagogue, hein, puisque ce sont des enfants du village. D'accord. D'accord. C'est ce que je t'ai envoyé. Je pense que oui. si tu le montrer, tu le montres, hein, sinon. Voilà. Oui, ça doit être effectivement le mariage, je pense que c'est le mariage de Julienne, hein, parce que il me semble que je reconnais la maman là. Voilà, et alors donc le cimetière a été profané d'abord une première fois en 82 et une deuxième fois en 88, mais alors pas par des néo-nazis, c'était simplement les gamins du village. Hein. C'est pour ça peut-être que le maire est resté très discret là-dessus. D'autant il y a encore l'un ou l'autre de ces gamins qui habitent à Weiterswiller. Hein. C'était une profanation, c'était tagué ou c'était vraiment... Ils ont renversé les stèles. Hein. Ils ont... Oui, il y en avait, je crois, à peu près 80 quand même. C'était quand même assez important. Hein. 80. Si vous regardez sur le site du judaïsme alsacien, vous trouverez ce qui a paru dans les DNA. Hein, la coupure de journal. Hein, hein, donc, vous verrez, parce qu'il y a eu une marche de protestation interreligieuse, hein, déjà à l'époque. Vous voyez, tout le monde s'est mobilisé. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a le film qui est sur le site de Michel et qui est très bien. Et j'ai hésité, est-ce qu'on regarde ou pas? Quand même, c'est 6 minutes. Et pour nous, chaque minute, ça compte énormément. Mais je vous invite à regarder les films. Si vous voulez. Voilà. Et est-ce que... Alors, je voulais juste montrer ça. Attendez voir. Vous le voyez? Plus haut. Voilà, c'est bon. Comme ça. Donc, les tribulations de l'Arche est donc partie de Weiterswiller. Et alors, Gilbert Weil le raconte dans un des derniers livres collectifs qu'il a écrit. Le monsieur en question, le marchand de primeurs, il avait cette arche dans sa chambre à coucher ou dans son salon. Et puis, ça le dérangeait beaucoup d'avoir cette arche sainte parmi son mobilier. Il l'a donc démontée pierre par pierre. Et il l'avait ramené au consistoire. Il l'avait ramené d'abord au consistoire. Et au consistoire, il y avait quelqu'un de Momenheim qui était là et qui en a donc pris, qui l'a emmené. Il l'a donc déposé à Momenheim. Et donc, elle était à Momenheim. Il y a d'ailleurs une photo aussi sur le site de Michel. Et puis, donc, oui, en dernier, donc, quand Momenheim a fermé, elle est partie à l'Esplanade où on a eu l'occasion de la photographier. Monsieur le rabbin Schwingard nous a laissé faire des photos. Quoi. Alors, le temps passe vite. Je propose, Jean-Pierre, qu'on passe maintenant à l'église. On passe en vitesse au diapo. Voilà. Merci d'aller vite. Alors, j'ai essayé de les resituer dans un cadre plus général parce que il y a tout un... Bon, le chapeau juif, vous connaissez tous. Alors ça, c'est un des premiers, c'est celui de l'Ortus Deliciarum. Simplement pour vous, je vous l'ai montré pour montrer qu'à cette époque, le chapeau juif est bien antérieur donc au concile à Latran, puisque celui-là date de 1180-1190, hein, l'Ortus Deliciarum. Donc quelque chose d'ancien et que dont les juifs étaient fiers de porter. Hein. Ce n'est pas une imposition, ça deviendra une imposition, mais au départ, c'est un choix délibéré des juifs de monter quelque chose qui est très pratique contre la pluie et qui est sans doute importé d'Orient, probablement de Bagdad. Et c'était fait de quelle matière? Avec quelle matière? C'était fait, je pense, c'était du feutre. Hein. C'était du feutre et c'était importé de Bagdad. C'était un peu comme si on mettait un Streimel parce qu'on respecte les Juifs de Pologne. D'accord. Ensuite, vas-y. Alors là, on est à la cathédrale de Strasbourg. À la cathédrale de Strasbourg, je voulais juste vous montrer l'aspect positif-négatif. Ça, c'est la condamnation de Jésus par Caïphe. Donc, vous avez un aspect très négatif de ce chapeau juif. Et la suivante. Vous en avez un aspect là extrêmement intéressant, mais extrêmement positif, puisque c'est la mise en terre de Jésus, enfin plutôt là,
la mise au tombeau de Jésus par donc Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui sont deux juifs identifiés comme tels avec le chapeau pointu. Donc vous voyez cette espèce d'ambiguïté fondamentale dans la représentation du juif. Le chapeau pointu n'est pas, du moins au Moyen-Âge, un moyen de dire du mal de quelqu'un. C'est un juif, point. On va continuer. Alors, il y a quelque chose qui est très important au Moyen-Âge aussi. On va le retrouver à Weiterswiller. C'est pour ça que je vous le montre avant. Là, c'est sur Strasbourg. C'est le prophète. Le prophète ici est sur chaque vitrail du bas-côté sud. Il est également sur la façade. La façade, le portail central, ce sont les prophètes. Et là, vous en avez un. Alors, ça, c'est amusant parce qu'il a un talès, hein, visiblement, et il a pas les tefilines, mais il a une espèce d'épi sur la tête qui remplace les tefilines. On ne savait pas très bien ce qu'étaient les tefilines à l'époque. Donc, c'est assez marrant, la façon de représenter le juif avec sa barbe, ses tefilines et son talès. Suivant. Et là, on arrive à Weiterswiller. Donc, on a vu que tout commence par un prophète, et si vous voulez, la geste du Christ, l'histoire du Christ, est introduite par un prophète qui se trouve en haut, un homme fort sympathique. Alors, on est en fin de période du chapeau pointu, donc ils sont transformés en casque anglais avec une espèce de masse au-dessus. Vous voyez, on verra la masse un peu plus loin. Mais enfin, je trouve ce personnage très souriant, très agréable. Et c'est donc un juif qui va nous raconter l'histoire de Jésus. Continue. Là, on a une scène assez étrange, assez étonnante. Le Christ est aidé. Alors, qui c'est qui aide? C'est Simon de Cyrène, bien sûr. Simon de Cyrène qui est un juif. Ce n'est pas un cas unique. Simon de Cyrène est souvent représenté avec un chapeau juif. Là, malheureusement, il y a l'émission sur Weiterswiller, il ne faut pas parler. On est à Weiterswiller, là. Hein, on est à Weiterswiller. Et donc, Simon de Cyrène aide le Christ. Bon, on ne sait pas qui a fait la peinture. On sait qu'elle a été faite par 3 mains différentes, d'après les analyses stylistiques. Mais elle a été faite vers 1450, à peu près un siècle après la création de l'Église. Et c'est Walter qui la date de 1450, le chanoine Walter, donc c'est une date assez sûre. On peut passer à la suivante. Alors, on a vu les deux aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'arrestation du Christ, le baiser de Judas. Et dans ces deux cas, la garde, si vous voulez, la milice du temple est faite par des Juifs. Donc, ils ont aussi le même chapeau pointu. Vous voyez cette ambiguïté qu'on retrouve donc à Weiterswiller, qu'on va retrouver ailleurs en Alsace. Et je vous ai présenté peut-être 2 autres sites alsaciens où on retrouve exactement la même chose. Alors, on va peut-être prendre la suivante. Là, on est à Westhofen. Alors, Westhofen, vous avez ces deux petits vitraux. Alors, ils sont très difficiles à photographier. Je les ai pris avec un télé d'assez loin. Ce n'est pas des bonnes photos, mais tant pis. Vous avez à gauche une flagellation. C'est très négatif, comme l'image du juif. Le juif déicide, hein, c'est à peu près ça. Et vous voyez qu'un des juifs sud-droite, un chapeau pointu, d'ailleurs, il le porte avec la jugulaire. C'est assez amusant. Et à droite, vous avez la même scène, toujours avec Simon de Cyrène. Et j'avais des doutes et je l'ai identifié avec Xibo, qui est donc le chancelier de l'évêché. On a fait une petite réunion là-dessus. Et donc, c'est effectivement Simon de Cyrène en train de se mettre à aider le Christ et qui arrive avec son chapeau pointu. Simon de Cyrène, à qui on enjoint l'ordre d'aider le Christ alors qu'il a du mal à porter sa croix. Et donc, les Romains, pour que ça aille plus vite, lui disent « bah, aide-le donc ». Et donc, il va y aller et il y va avec son chapeau juif à aider le Christ. La suivante. Alors ici, on est dans la toute petite sœur de Weiterswiller, qui est Baldenheim, qui est la 2e église alsacienne, également à fresque, également extraordinaire, ouverte généralement le dimanche après-midi, où vous avez énormément de juifs également. Et là, c'est un agrandissement d'une fresque qui est extrêmement difficile à lire. J'ai dû y aller plusieurs fois avant de comprendre. Elle n'était pas comprise. C'est en fait l'entrée du Christ à Jérusalem. Et là, vous avez des petits juifs, dont un a les mains jointes d'ailleurs. Et ces petits juifs sont en train de mettre, ces tout petits personnages, sont en train de mettre leur manteau par terre pour que l'âne qui porte le Christ, sur lequel ils chevauchent, rentre non pas sur la terre, mais rentre sur des tissus, sur une espèce de moquette de bienvenue, vous savez, le tapis d'honneur. Donc ils mettent sous les pas de l'âne du Christ, ou sur les pas du Christ, je crois d'ailleurs, ils mettent sous les pas du Christ, donc leur manteau en guise de moquette. Donc, quelque chose d'extrêmement, même presque émouvant, la suite.
Et là, c'est la comparution devant Ponce Pilate. Et là, vous voyez que là encore, la milice du Temple, c'est des Juifs avec leurs chapeaux pointus. Antérieur, hein, vous voyez que les chapeaux pointus n'ont pas encore cette petite maslotte. Donc là, on est à peu près 50-60 ans avant Weiterswiller. Je terminerai par cette obsession continue. Alors là, non, on a Tann encore. Alors Tann, vous avez là un chapeau juif tout à fait étrange. C'est les Romains jouent, avec un juif d'ailleurs dans la salle, les vêtements du Christ odé. Et là, vous voyez que vous avez à droite un Christ, un juif. Donc là, c'est très péjoratif. Mais vous avez aussi à Tann des juifs en bonne position. Et on va terminer avec la présentation suivante. Là, on est à Colmar. Alors, c'est deux statues violemment anti-juives, une truie aux juifs et un bouc aux juifs. Pour la truie aux juifs, qui a été très, très utilisée comme thème pour dire, vous voyez, les truies aux juifs médiévales. Or, il se trouve qu'elle a été installée en 1910 sur l'église Saint-Martin. Je vais retrouver le texte où elle a été confectionnée à l'œuvre Notre-Dame pour être installée à Saint-Martin, qui était en restauration et qui n'avait plus aucune statue. Saint-Martin, on signale en 1870 que tout est cassé, qu'il n'existe plus rien, que le grain n'est pas bon. Et on retrouve cette statue donc, célèbre à partir de 1940. Et en fait, elle date de 1910. Je n'ai pas encore retrouvé le texte, mais je suppose que le célèbre bouc aux Juifs, la plus horrible statue médiévale, date exactement de la même restauration, c'est-à-dire de 1910. Donc pour vous dire que c'est extrêmement difficile de travailler là-dessus, mais que c'est un thème extraordinaire, bien sûr, de travailler sur ces juifs du Moyen-Âge. Dont Weiterswiller est quand même un des plus bels exemples, puisqu'on trouve 4 très très belles représentations, et il n'y en a pas tellement en Alsace. Voilà. J'essaie d'être rapide et concis. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Voilà, on garde un peu de temps pour des questions, réactions. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un aimerait réagir. Moi, je veux bien. Oui, Laurent. Laurent. Alors, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'on sait pourquoi les Juifs de Weiterswiller, où ils sont partis? Est-ce qu'ils sont partis à Huwiller, à Buxwiller? Oui. Ils ont rejoint Strasbourg? Est-ce qu'on a une idée de cette période de l'histoire? Jérusalem. Entre 1830, ils partent tous en ville. Hein. Voilà. Je pense qu'on a un exemple. Voilà. En fait, tous les Juifs sont partis après la Première Guerre mondiale. Ils sont partis vers les villes. C'était en fait, comme ils ont pu aller en ville, ils sont allés au départ vers Hinwiller, vers Haguenau, vers Strasbourg, vers Mulhouse. Et une autre partie est partie vers les États-Unis et l'Amérique du Sud. Saverne aussi. Saverne aussi. Oui. Ils partent quand même très tôt. En fait, le gros départ, c'est entre 1870 et 1910, où ils vont passer d'à peu près, alors je vais noter quelque part, mais en 1882, ils sont 141, et en 1910, ils sont plus que 65. Donc c'est un départ majoritairement fin 19e siècle. En fait, Fin 19e siècle, ils rejoignent les bourgs. Toutes les petites communautés après l'annexion de l'Alsace. Très peu sont partis à l'étranger. Très peu sont partis en Vieille-France. C'est relativement marginal. D'ailleurs, là, le chiffre que je donne, c'est 1882. Et ceux qui devaient partir sont partis des années 71-72. Ils ont opté. C'était très, très souvent des Juifs qui étaient déjà installés à Strasbourg, mais qui gardaient leur qualité d'Alsaciens, qui ont opté parce que c'était le seul moyen de revenir voir leur famille. S'ils étaient allemands, s'ils étaient alsaciens non optant pour la France, ils n'avaient plus le droit de mettre les pieds en Alsace. Donc c'était le seul moyen de pouvoir revenir voir leur famille, de décider de ne plus être alsacien et de prendre la nationalité française. Moi, je voulais savoir la communauté de Wimbourg. Tu en as parlé, Jean-Pierre, mais on n'a jamais entendu parler. Il y avait beaucoup de Juifs là-bas? Ça a culminé à 80, j'ai les chiffres quelque part, je te donnerai. Et on a encore la synagogue, mais qui est transformée en maison d'habitation, qui est totalement illisible. Hein. Mais elle existe toujours. Alors, ça faisait 80 Juifs au maximum. C'était la moitié, à peu de choses près, de Weiterswiller. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de communautés. Entre Weinbourg, Weiterswiller, Neuviller, tout ça, ça se fait à pied dans l'après-midi. Hein. À 2 kilomètres. Il
Ouais, tu as 3 km d'un chaque côté, quoi. C'est rien. Et Bouxwiller et Villers ne sont pas beaucoup plus loin. 7 km. Ouais, c'est le mouchoir de poche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les mêmes nobles. C'est-à-dire que toutes ces communautés sont dans le même coin, mais n'ont pas les mêmes. Donc au XVIIIe siècle, aucune de ces communautés n'a le même patron. Il y a les Linange-Westerbourg, on retrouve donc les Fleckenstein puis Rohan, on retrouve les Hanau-Lichtenberg. Donc il n'y a rien qui explique que ces petites communautés se soient créées l'une à côté de l'autre dans des principes. Peut-être qu'il y avait du commerce à faire, j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Monsieur Rossano, Oui. est-ce que vous pouvez activer le partage d'écran chez moi? Alors, je vais essayer tout de suite là. Bien. Ça marche. Alors, je vous montre. Vous reconnaissez? Ouais. Super. On a Momenheim, là. Voilà. Donc, ça, c'est. Vous avez dit que le Aaron à Kodesh était voyageur. Donc, vous l'avez à Momenheim. Ça, c'est. Voilà. Pardon? Est-ce que quelqu'un sait ce que sont devenus les lustres de Momenheim? C'est pas. Non, parce que c'est très important. C'était des lustres, comme d'ailleurs Brumat. C'était les mêmes séries. C'était les lustres de l'Ortre en 1946-47, d'après-guerre. Ils avaient fait toutes les synagogues. Et je me suis toujours demandé où sont passés ceux de Momenheim, qui sont quand même de très très belles pièces et qui, je pense, feraient plaisir à l'ordre de se récupérer. Je ne peux pas vous dire. Et je vous montre ça. Voilà. Est-ce que vous avez un code de photo? Ouais, bon, on fait une descente à Momenheim un jour. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est aujourd'hui. Non, on l'a pas. On l'a pas, on voit pas. Les salles de basket. Vous voyez pas celle de l'esplanade? Non. Alors attendez, il faut que je fasse le partage d'écran. Nouveau partage. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. J'ai On vous l'impression qu'on a invite. encore abaissé, non? On vous invite après le déconfinement. On n'a pas enlevé des pierres en bas sur le. Il manque pas des éléments en bas? Ah, ça va du bas jusqu'en haut. Oui, mais est-ce qu'elle n'a pas été rabaissée parce que le plafond n'était pas assez haut? Non, je ne crois pas. C'était juste à 2 cm près, je crois. Je ne sais pas. Il faudra demander à l'architecte, monsieur Herman. Bon. Voilà. Il y en a une autre, hein. Il y a une autre Arche Sainte qui est voyageuse, c'est celle qui est actuellement à Pfaffenhofen, qui venait de Mühlhausen. Donc il y a beaucoup de choses amusantes. Alors, bonjour Emmanuel, comment Est-ce que je pourrais juste rappeler 2 anecdotes? Oui, oui. Alors, il y a une particularité à Weiterswiller, c'est que la plupart des mésouzotes sur les maisons sont tournées dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la pointe, au lieu d'aller vers l'intérieur, elle va vers l'extérieur. Et c'est pourquoi? Eh bien, on ne sait pas. On sait pas. Je n'ai pas réussi à avoir de réponse. À Jérusalem, on m'a dit que les Juifs devaient être ignares. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est une réponse qui ne m'a pas donné satisfaction. Ensuite, deuxième chose, il y avait une famille qui était très puissante à Weiterswiller, la famille Lévy. C'est eux qui avaient la plus belle maison et puis les plus beaux terrains. Ils étaient 3 frères et ces 3 frères sont décédés à quelques semaines d'intervalle. Alors, j'avais fait des recherches à l'époque pour savoir s'il y avait un complot ou autre chose. Non, il n'y avait pas de complot. Dans le même quartier où ils habitaient, il y a d'autres personnes qui sont décédées la même année. Donc, je suppose
être sans doute une intoxication. Covid. Un virus. Allô Pardon? Un virus. Il y avait déjà le Covid à l'époque, hein, donc il y a eu un cluster là et toutes les personnes qui habitaient Le autour Covid-67. de ces frères Lévy sont également décédés. Vous retrouvez d'ailleurs les 3 tombes dans le cimetière au fond, penchées les unes vers les autres. Voilà, ça, ce sont 2 anecdotes. Alors, moi, j'ai une petite question. Il y a quelque chose que je voudrais bien qu'on fasse avant de se séparer. Quelque chose que j'aimerais bien qu'on fasse avant de se séparer, c'est que Christine nous reparle de son fameux circuit du judaïsme avec des caches. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'ils ont organisé. Christine, tu peux nous en parler? Alors, attends, on ne t'attend pas. Il faut activer le micro. Vous m'entendez? Là, Oui. c'est bon. Ouais, ok. Oui, alors effectivement, c'est en rapport avec le géocaching. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est un jeu qui se fait à travers une application sur le téléphone et donc qui nécessite aussi un GPS. Et donc, vous avez des données avec des données GPS qui sont mises en place. Et ça permet un petit peu de découvrir le patrimoine, mais de manière un peu originale, un peu plus ludique, on va dire. Et voilà, donc c'est pour faire découvrir des endroits un peu atypiques. Et là, on avait développé effectivement aussi la thématique judaïsme pour que les gens puissent un petit peu faire de l'itinérance, quoi. Donc, c'est un jeu, tout simplement, voilà, quoi. Après, honnêtement, je suis pas experte en géocaching. On a une experte au sein de l'Office de tourisme qui s'amuse à cacher, à s'occuper de ce genre de cache, puisqu'il y a aussi un entretien derrière. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et apparemment, ça intéresse pas mal de monde. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué, mais c'est une autre idée pour découvrir le patrimoine. Pourquoi pas? Alors, c'est des petits papiers qui est caché quelque part, c'est ça? Oui, en fait, c'est dans des petites boîtes de conservation. En général, tu as un petit calepin et avec un petit stylo. Et après, tu notes en fait voilà, que tu es passé. Donc, ça montre aussi qu'il y a du passage. Et les gens, en général, peuvent aussi rajouter le fait qu'ils viennent de là où ils viennent, en fait. Donc, des fois, on a aussi des étrangers que ça amuse, qui viennent. Et voilà. Donc, oui, c'est rigolo. Alors, moi, j'ai découvert par hasard une à Westhofen. Oui. Ah oui? Ah, d'accord. Il y a quelques mois, on a restauré le mur à l'entrée du cimetière de Westhofen. Oui. J'ai découvert une petite boîte Ouais, alors c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne connaissais pas du tout. Voilà. Avec les gendarmeries, on a joué pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est… Voilà. Oui. Non, c'est quelque chose c'est vraiment un jeu. Voilà, ça prend pas mal d'ampleur et c'est un peu une autre manière de se balader, de découvrir, quoi. Pourquoi pas? D'accord. Il y a des petites boîtes. Pardon? Oula. Il y a des petites boîtes cachées à Weiterswiller aussi. Oui. Une dizaine peut-être. Vous les avez trouvées? Non, c'est moi qui les ai cachées. Ah, c'est vous, d'accord. Oui, c'est bien. C'est bien. Et alors, je ne sais pas, j'habite Périgueux, donc je ne sais pas trop comment ça évolue. Hein. Mais bon, il y avait un jeu autour que j'avais mis sur mon site et que j'ai supprimé il y a 2 ans. Parce que certaines boîtes ont disparu, ça je le sais. J'ai ma sœur qui habite sur place. Et donc, j'ai pensé que ça ne valait pas la peine. Mais enfin, c'est vrai que c'est amusant. Vous mettez des petites énigmes dans les petites boîtes pour envoyer d'une boîte à une autre. Vous mettez des coordonnées, etc. Finalement, les petits messages qu'on met dans le mur des lamentations des côtés la Maravie trouvent peut-être leur origine en Alsace. Voilà. Peut-être. Ben, c'est un petit afficoman. Alors, bon, il nous reste encore 2 minutes et je ne sais pas si quelqu'un veut réagir encore. Moi, je voulais juste encore te dire une petite anecdote par rapport. Donc, on a parlé de Weiterswiller avec le Jean-Pierre en a très bien parlé là par rapport aux fresques. Justement, à Neuvillers aussi, on a les tapisseries de Saint-Adelphe où on a également le juif qui est représenté et qui a plutôt un bonnet, c'est un peu comme un bonnet phrygien, assez pointu, rouge. Donc là aussi, on a cette figure visible. Donc, on a vraiment deux types de représentations à 4-5 km de distance. Donc, vous voyez, c'est aussi une manière de découvrir. Alors là, je prends aussi un petit peu la casquette de l'Office de tourisme.
Ces tapisseries, vous pouvez les voir donc dans l'abbatiale Saint-Pierre-et-Paul à Neuvillers. Vous avez des visites guidées ponctuelles qui sont organisées en été par des bénévoles passionnés. Donc vraiment, je vous invite à aller découvrir ces tapisseries qui sont d'une très très grande qualité, qui sont du début du XVIe siècle. Donc vraiment, ça mérite le déplacement. Et un petit mot pour finir aussi par rapport aux fresques. Donc l'église, Jean-Pierre, tu as très très bien fait de le citer, parce que vraiment, il faut vraiment le citer. Donc on a effectivement l'association des amis de l'église historique de Weiterswiller qui se démène pour faire des visites ponctuelles les dimanches et jours fériés. Et bien sûr, André Dorschner, qui est vraiment l'un des référents en la matière, qui d'ailleurs n'arrête pas de faire des recherches, donc qui est toujours en cours d'apprentissage. Tous les jours, il lit autre chose et il apporte encore une fois une pierre à l'édifice. Donc vraiment, il faut vraiment aller les voir et elles sont tellement belles, donc vraiment allez-y. Et si jamais ça vous intéresse, on peut vous donner les coordonnées de André qui se fera un plaisir de vous les montrer à partir du moment où les offices reprendront, hein, puisque là, effectivement, c'est pas encore possible d'aller voir l'église en tant que telle. Il faut attendre que les cultes reprennent, pardon, et à ce moment-là, on pourra voir avec André les fresques. Voilà, merci. Super, super. Il y a je pense une semaine, 10 jours, on a parlé de Nuvillers-les-Saverne. De quoi? On a parlé avec Jean-Pierre de Nuvillers-les-Saverne. Oui, bah voilà, très bien. Je sais que tu travailles, tu ne peux pas être avec nous tout le temps. Oui, ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça. Voilà, Emmanuel, tu es avec nous, merci. Oui, bonjour. Salut. Alors, ça me fait très plaisir de revoir Christine. Super, salut. Salut Christine, j'ai beaucoup apprécié ces différentes interventions. Ça m'a rappelé effectivement le parcours que Christine m'a offert l'année dernière à la période de Pessard. J'avais fait tout un reportage photo dans l'Alsace-Bossu, Stroud, Weiterswiller et autres. Et alors, ce qui m'étonne, c'est que Christine a omis de parler d'un élément qu'elle m'avait montré un petit peu en cachette dans le jardin d'un paysan. Tu ne voudrais pas parler de la fontaine? Par rapport au bar rituel? Oui, parce que ça, je trouve ça extraordinaire et si on ne nous le montre pas, on ne peut pas le deviner. Alors effectivement, le bar rituel, en général, on fait un petit crochet quand on fait la visite de Weiterswiller. Donc quand on sort de l'église, on passe le petit portillon, on passe à côté de l'ossuaire qui est juste à côté de l'église. Et vous avez en fait le muret qui encadre l'église. Et effectivement, sur le côté, vous avez un jardin. Là, actuellement, c'est un jardin. Vous avez encore le point d'eau qui est visible. Et donc, c'est là où il y avait l'emplacement du bain rituel. Alors, c'est vrai qu'on a très, très peu d'informations là-dessus. On a la présence d'un acte notarié, je crois qu'il date de 1833, si je ne me trompe pas. Peut-être que François peut confirmer ça. Donc effectivement, qui nous dit que la famille Enel avait ce bain rituel donc dans sa cave et donc demandait une petite somme aux personnes qui fréquentaient ce bain-là. Mais c'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'informations malheureusement, mais au moins c'est vrai qu'on a le mérite de connaître l'emplacement qui est vraiment à quelques pas de la synagogue. Hein. Donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler, Emmanuel, tu as bien fait. Merci, merci beaucoup. Alors, je vous envoie, je mets les liens pour le site de François qui est magnifique. Et on a beaucoup de choses là-bas. Voilà. Il y a en fait Weiterswiller, je pense qu'on peut découvrir plus en plus de choses un peu partout. Et Christine et tout le monde, je voulais vous remercier énormément. Merci à toi. C'était super intéressant. Et voilà, maintenant, quand je vais retourner sur place, ça va changer un tout petit peu. Et ça va faire découvrir aussi des autres choses. Oui. Alors, encore une fois, merci à tout le monde. Et merci à vous. Mercredi à 14h. Voilà. On parle de l'AEPJ. On va parler de l'AEPJ, de toute l'organisation qui s'est mise en place au niveau européen pour promouvoir le judaïsme en général. Donc au niveau européen et au niveau français, bien sûr. Oui. Merci Jean-Pierre, encore une fois. Merci tout le monde. Merci. Merci tout le monde. À bientôt tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Allez, on viendra vous voir l'année prochaine. Merci Lisa. À bientôt. À bientôt. À bientôt.